tous et bienvenue Bonjour. dans ce webinaire organisé par l'AT2E Centre Val-de-Loire. Donc la pyrogasification, une nouvelle opportunité pour valoriser ses déchets et décarboner son activité. Alors c'est le troisième événement que nous organisons dans le cadre de ce qu'on a appelé le parcours gaz renouvelable, qui a donc débuté par un webinaire global sur les gaz renouvelables donc en avril dernier. Qui a donné aussi lieu à une visite de méthanisation en mai, au début du mois de mai, et puis voilà, qui s'achève par ce webinaire sur la pyrogasification. Alors, pour se présenter rapidement, Jérôme et moi faisons partie donc de la délégation Centre Val-de-Loire de la T2E, et donc nous avons choisi ce sujet qui fait couler pas mal d'encre en ce moment dans l'actualité, donc ce sujet de la pyrogasification. Donc ça nous semblait pertinent de pouvoir partager sur cette technologie avec vous. Alors, j'ajouterai simplement, Edouard, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Edouard, je me permettrai simplement de rajouter sur finalement ce trajet dans lequel on engage tous les adhérents cette année, de rajouter qu'il y a une nouvelle date, d'ailleurs, une nouvelle date, puisque je viens d'avoir la confirmation, une nouvelle date de visite de site biométhane pour celles et ceux qui n'auraient pas pu venir à la première organisée à Marmagne, dans le département du Cher, en mai dernier, une visite qui sera prévue le 12 septembre sur le site Métavers à Mer, dans le département du Loir-et-Cher, organisée le 12 septembre en fin de matinée de 10h à midi. Donc on continue l'aventure des gaz renouvelables, si je puis dire, avec une nouvelle date à inscrire dans vos agendas si vous êtes disponible à cette date-là, bien évidemment. Voilà, on vous fera parvenir effectivement cette date-là de complément. Avant d'entamer ces webinaires, un petit mot sur la T2E pour peut-être ceux et celles qui ne connaissent pas cette association. Donc c'est une association de loi 1901, donc qui se nomme donc Association Technique Énergie Environnement, qui est donc à la fois gérée par des bénévoles que nous sommes, puisque nous avons des métiers à côté, et puis à la fois par des salariés, donc qui constituent une délégation nationale et qui nous accompagnent. Et puis, cette association se structure en délégation régionale. Donc là, en fait, c'est la délégation régionale, donc Centre Val-de-Loire, qui organise ce webinaire en particulier, et puis qui donc est là pour promouvoir, pour échanger, pour partager sur des technologies du domaine de l'énergie et de l'environnement, avec à la fois un grand volet sur l'efficacité énergétique et un volet sur les énergies renouvelables. Et donc au niveau du national, nous avons des clubs qui regroupent des compétences spécifiques, notamment sur le biogaz, le stockage d'énergie, power to gas et la pyro. Voilà, au même titre que donc tout le volet efficace énergétique. Donc voilà, ces personnes-là nous appuient en région pour pouvoir organiser ce genre d'événement, donc physique ou sous format de webinaire. Voilà, donc par rapport à notre webinaire de ce matin, donc on va être ensemble jusqu'à midi. Donc notre webinaire s'organisera sous 3 grandes parties. La première, donc la pyrogasification au sens un peu général, donc rappeler les fondamentaux, je dirais, qui sera animée par Shuruk Naïd Saïti, que je remercie d'avance et qui fait partie justement Bonjour club. Bonjour à tous. Bonjour Shuruk, du club pyrogasification de la T2E, mais elle se présentera tout à l'heure. En deuxième partie, nous aurons le plaisir d'accueillir Éric Feuillet, donc pour un regard de notre opérateur de distribution, donc GRDF, sur le sujet, qui aussi surveille et puis regroupe des compétences très intéressantes sur le sujet. Donc nous remercions Éric Feuillet de sa participation à ce webinaire, et nous terminerons sur une intervention avec un regard d'un spécialiste des technologies autour de la pyrogasification, monsieur Jean Foyer de Keros Énergie. Voilà un peu le déroulé de notre webinaire. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Et pour des questions, donc pour un rappel, juste pour des questions de fonctionnement de notre webinaire, donc nous vous donnons la possibilité, donc bien sûr, de poser des questions dans le chat
qui doivent être sur une partie de votre écran, donc par écrit. Et donc, à chaque fin de partie, nous prendrons un moment pour répondre à certaines d'entre elles, tout en maîtrisant le temps, bien sûr, de ce webinaire. Je vais me faire le gardien du temps, si tu me permets, Voilà, Jérôme Edouard. fera le gardien du temps. Voilà, donc j'espère que je vous souhaite une bonne participation, une bonne écoute à ces éléments. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, profitez bien de ce moment. Chourouk, je te laisse la main pour prendre la suite. Voilà, il est 10h08, donc globalement, Chourouk, on te laisse jusqu'à 10h25, 10h30 pour nous présenter ton regard. On t'en prie, vas-y. Alors, je partage mon écran. Il n'y aura pas de bug entre-temps. Si. Non, mais... Partager tout mon écran. Parfait. C'est bon. Eh ben, bonjour encore une fois à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, comme Edouard vient de le mentionner, donc aujourd'hui, ce webinaire est dédié pour la filière pyrogazéification. Et je me permettrai donc d'introduire justement quelques définitions sur la pyrogazéification, également le contexte actuel, la dynamique de la filière, les avancées réglementaires. Et derrière, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, on essaiera de répondre à l'écrit et également, on prendra 2 questions à l'oral à la fin de cette présentation. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je vais commencer peut-être par décrire un petit peu la plateforme d'échange collaborative que j'anime, qui est le Club Pyrogazéification de l'AT2E, qui représente les différents acteurs de la filière à l'échelle nationale et qui a pour activité ou pour mission principale d'apporter une veille juridique, réglementaire et économique aux différents adhérents du club. Il s'articule autour de 3 groupes de travail principaux, donc le GT injection gaz de synthèse, le GT réglementation pour le suivi de l'évolution réglementaire en France et en Europe, le GT technique qui permet également de travailler ou d'apporter des supports techniques pour les acteurs de la filière afin de pouvoir les présenter justement aux différentes organisations publiques dont on assure justement le lien entre les acteurs. Le club assure également un suivi d'une cartographie des projets afin de permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se fait aujourd'hui en France pour la filière pyrogazéification. On assure également la représentation de la filière au niveau européen, donc notamment dans l'EBA ou à l'échelle internationale dans l'Agence internationale de l'énergie, programme bioénergie, et on participe à l'élaboration de ressources techniques et pédagogiques, tout comme ce webinaire dont vous participez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on compte plus de 110 sociétés adhérentes au sein du club. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter, si mes coordonnées. Parlons maintenant de pyrogazéification. Alors, qu'est-ce que la pyrogazéification? Donc aujourd'hui, on peut dire que la filière suscite beaucoup d'intérêt pour 2 raisons principales. La première, c'est tout simplement qu'elle permet une gestion de déchets, un exutoire pour des intrants peu ou mal valorisés, majoritairement des déchets bien sûr. Et le deuxième point, c'est qu'elle nous permet de produire une énergie alternative. Et vu le contexte énergétique, vu la dépendance énergétique, pas mal d'acteurs se retournent justement vers ces gisements de déchets pour dire est-ce que je peux produire une énergie alternative tout en valorisant cette part de gisement. Donc ceci dit, le mot pyrogazéification, justement, il représente différentes technologies de conversion thermique de matières organiques carbonées. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons les 3 principaux procédés qui sont la pyrolyse, la gazéification et également la pyrogazéification. Donc le mot pyrogazéification, il représente différentes technologies. Ce n'est pas juste la pyrogazéification qui est également l'une des techniques qui nous permet de convertir cette matière organique. Donc la pyrolyse, c'est justement une conversion de la matière en absence d'agents oxydants type oxygène qui nous permet de produire une phase gazeuse
une phase liquide également, c'est les huiles pyrolytiques, ou une phase solide qui s'appelle biochar. On peut dire que la pyrolyse n'est pas un procédé nouveau, ça existe depuis des siècles et des siècles. C'est la base de la production du charbon de bois, par exemple. Et aujourd'hui, nous l'exploitons justement pour produire un gaz de synthèse qu'on peut valoriser en énergie ou des huiles pyrolytiques qu'on peut valoriser également en énergie. La gazéification. Donc, la gazéification également, ce n'est pas un procédé nouveau. Hein. Il y avait la gazéification du charbon, elle existe encore aujourd'hui, du charbon fossile, bien sûr. Mais aujourd'hui, on adresse cette filière pour valoriser d'autres types d'intrants qui sont justement cette biomasse sèche ou ces déchets qui vont être convertis justement en gaz de synthèse. Donc et ça se fait avec un ajout d'agents oxydants, à la différence de la pyrolyse. Donc, il faut noter également que les produits de la gazéification sont majoritairement gazeux, d'où son nom, hein, la gazéification. Et également, vous avez une part de résidus, une part de production, je dirais, des chars ou des cendres qui est vraiment très, très réduite comparativement à la pyrolyse. La pyrogazéification, quant à elle, c'est tout simplement une succession de ces deux procédés au sein du même réacteur. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de porteurs de techno qui font de la pyrogazéification. Et on peut citer des exemples en Belgique, en Espagne, justement, des porteurs de techno qui, au sein du même réacteur, vous avez un étage de pyrolyse suivi d'un étage de gazéification, d'où son nom pyrogazéification. Donc voilà un petit peu une petite introduction sur les technologies de pyrogazéification et j'enchaîne avec qu'est-ce que les intrants qui peuvent être adressés par la pyrogazéification. Donc il y a une diversité de ressources, ce qui justement attire beaucoup de personnes. Donc si on peut résumer justement, la première partie, c'est tout ce qui est ressources biomasse, des gisements de biomasse. Donc qu'on peut décrire par la biomasse ligneuse, classiquement utilisée pour la production justement de carburant avancé, les connexes de scierie, les bois en fin de vie, les résidus de culture et le bois déchet, donc ce qu'on appelle le bois A et le bois B. Vous avez également des déchets carbonés divers qui sont autres que la biomasse, donc les CSR, qui sont plutôt un mixte de... C'est un déchet préparé, un mixte de déchets biogéniques et non biogéniques, dédié justement aujourd'hui pour une valorisation énergétique également. Donc, nous avons les pneus usagés qui peuvent être adressés par les procédés de pyrogazéification. Nous avons les plastiques non recyclables et également des bouts de steppe séchés, mais ça, c'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément le cœur du développement des technologies aujourd'hui. Donc, ces différents types d'intrants peuvent justement être valorisés en composés énergétiques très différents. Donc, si je résume un petit peu ce que la pyrogazéification peut nous produire en termes de valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, on parlait, donc si vous pouvez suivre le schéma, je ne sais pas si mon curseur apparaît, mais je pense que non, si. Donc, là, vous avez principalement le gaz de synthèse qui est issu de pyrolyse ou de gazéification et qui peut être qualifié de biogaz si justement le gisement initial, donc la matière entrante, était de la biomasse. Donc, ce gaz de synthèse peut être soit valorisé directement, il faut en parler, hein, il y a un usage direct de ce gaz de synthèse qui est un gaz pauvre quand même et qui n'est pas un gaz très riche et qui est composé principalement de CO, de monoxyde de carbone, d'hydrogène, de CO2 et peu de méthane. Donc ça, c'est le gaz de synthèse. Ce gaz peut également être valorisé via d'autres briques, des briques de synthèse, notamment via la méthanation pour produire un méthane qui est qualifiable de biométhane si justement le gisement de base est de la biomasse. Donc, si on a du biogaz, on a de la méthanation et du biométhane. Si on a typiquement des déchets carbonés divers, type CSR par exemple, vous avez de la méthanation et du gaz bas carbone. Donc, là, vous avez une possibilité de valoriser vos déchets pour produire un gaz renouvelable et bas carbone. La deuxième possibilité, c'est également la production d'hydrogène. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut également enrichir ce gaz de synthèse par la brique water gas shift, mais on peut tout simplement dire on va produire de l'hydrogène avec une brique de water gas shift et on s'arrête là. La troisième possibilité, c'est les synthèses Fischer-Tropsch. Donc, pour
produire des carburants avancés ou des molécules de synthèse. Et ces procédés-là, ces produits-là peuvent être justement valorisés dans la mobilité ou l'industrie, mobilité lourde ou l'industrie également. En contrepartie également, nous avons des coproduits. Donc, si vous allez faire une méthanation, par exemple, ou un water gas shift, donc si vous avez du biométhane et de l'hydrogène, sachez que vous avez également du CO2. Du CO2, tout comme la filière méthanisation, que vous pouvez valoriser dans l'industrie, dans l'alimentation, ou tout simplement en le séquestrant, par exemple. Vous avez un coproduit qui s'appelle char ou biochar. Donc, le biochar, si vous faites une pyrolyse, ou pour certains procédés de gazéification également, vous pouvez le valoriser dans l'agriculture, vous pouvez le valoriser également tout ce qui est des pollutions. Et vous avez la partie huile, les huiles pyrolytiques qui sont issues des procédés de pyrolyse, qui eux également sont principalement valorisés pour produire des molécules de synthèse, ce qu'on appelle également le recyclage chimique. Donc c'est principalement la valorisation de ces huiles pyrolytiques issus des plastiques non recyclables qui nous permet justement de faire un recyclage chimique de cette matière. Donc voilà un petit peu l'écosystème de la filière pyrogazéification qui est assez riche. Et aujourd'hui, en fonction de chaque porteur de projet, en fonction de comment il oriente son business par exemple, il va dire moi mon produit principal est par exemple les molécules de synthèse et du coup voilà ce que j'ai comme coproduit. Ou l'inverse, il choisit justement un autre produit principal et il peut avoir ses coproduits qui sont le biochar ou le CO2. Il y en a qui vont peut-être se positionner sur le biochar, même si le contexte en France aujourd'hui ne permet pas forcément de lancer l'industrialisation de la production du biochar à partir de biomasse. Mais on peut le voir justement ces exemples-là dans d'autres pays, soit en Europe ou à l'échelle internationale. Alors, donc, si on résume, les différents produits issus de la filière pyrogazéification sont du méthane, donc le biométhane ou le gaz bas carbone, qui justement sont durables et accompagnent la transition énergétique française justement pour assurer une souveraineté énergétique à horizon 2050. Le deuxième produit est l'hydrogène. Pas mal d'acteurs nous posent la question pourquoi on va faire du biométhane, pas de l'hydrogène et tout. Tout simplement parce que le marché n'est pas encore installé aujourd'hui pour valoriser cet hydrogène, pour injecter, pour transporter cet hydrogène. Donc, nous ne disposons pas d'infrastructures. Par contre, sur la filière biométhane et gaz bas carbone, nous disposons d'infrastructures. Nous avons déjà un besoin, donc il y a l'offre et la demande. Et ça, on reviendra après sur le potentiel de développement qui nous permettent de lancer la filière avec des projets de gaz renouvelable. Donc, nous avons le CO2. Donc, le CO2, peu importe ce que vous choisissez en termes de produit principal, vous aurez le CO2 comme coproduit et vous pouvez le valoriser dans l'industrie ou pour la séquestration, ça va vous générer des émissions négatives et ça permet justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre si justement le CO2 est d'origine biologique, par exemple. Sur la partie biochar, ou ce qu'on appelle également le biocarbone, donc je ne reviendrai pas sur le contexte de développement, mais le biochar a le potentiel de séquestrer du carbone. Il permet justement, il peut être utilisé comme amendement pour améliorer la fertilité des sols également, ou tout simplement, on peut l'utiliser comme une matière, et cette matière, c'est un outil de décarbonation, par exemple, pour la métallurgie, et ça contribue à une transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc, il y a d'autres usages pour ce produit-là. La chaleur. Donc, je n'en ai pas parlé rapidement tout à l'heure. Donc, nous avons la chaleur coproduite sur toutes les installations qui se basent sur une technologie de pyrogazéification. Et il faut justement valoriser cette chaleur coproduite pour améliorer l'efficacité énergétique des installations. Il ne faut pas la laisser partir aux oiseaux. Les molécules de synthèse, tout le monde connaît le contexte, donc il y a un besoin de réduire les émissions ou l'impact carbone de tout ce qui est secteur aéronautique, par exemple, ou mobilité lourde, et nous pouvons bénéficier d'une réduction des émissions des particules fines, justement, et derrière, ça nous permet justement de mobiliser d'autres ressources parce qu'il n'y a pas 1000 façons de produire des molécules de synthèse. Et les procédés de pyrogazéification sont quand même, on fait déjà des démonstrations, donc ils ont déjà fait leurs preuves dans ce secteur-là et permettent justement d'atteindre ce besoin. Donc, ceci dit,
Aujourd'hui, on a la filière pyrogazéification qui se positionne avec l'ensemble des filières de production de gaz renouvelables et bas carbone, par exemple. Mais également, il y a la filière classique qui est la combustion. Nous avons les chaufferies biomasse, les chaufferies CSR également. Donc, qu'est-ce que la pyrogazéification nous produit de plus que ces autres filières? Déjà, il faut savoir que c'est une complémentarité. Parce que la pyrogazéification, quand on la compare avec la méthanisation, permet justement d'adresser une biomasse non fermentescible et qui ne peut pas être valorisée en méthanisation, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un exutoire pour d'autres ressources de biomasse, par exemple. Sur la partie pour produire pour la même finalité, donc pour produire du biométhane ou de gaz renouvelable injectable dans les réseaux. Pour la partie combustion, donc les chaufferies biomasse et les chaufferies CSR. Donc, l'exutoire est de pouvoir justement produire des molécules ou des produits différents que les filières classiques, qui, elles, ne peuvent nous procurer que de la chaleur ou de l'électricité. Donc là, la pyrogazéification peut adresser la valorisation de ces gisements-là, qui sont aujourd'hui peu valorisés d'ailleurs, notamment sur les filières déchets carbonés divers. Donc, on peut valoriser ces produits-là pour produire du méthane, du biométhane ou de molécules de synthèse. Donc là, c'est une complémentarité. Ça ne vient pas concurrencer les autres filières, même si on entend souvent parler de ces filières concurrentes et tout. Bien au contraire, chaque filière a une externalité positive, chaque filière a son efficacité et son besoin. Mais aujourd'hui, nous avons un besoin très diversifié en termes de ressources énergétiques et la pyrogazéification nous permet d'adresser cette demande justement en valorisant ces gisements. Voilà. Donc, quel est l'avantage de la pyrogazéification? Donc, si on résume, sur le plan environnemental, donc ça nous permet justement de trouver un nouvel exutoire pour valoriser énergétiquement des déchets et réduire l'enfouissement. Ça nous permet également de traiter des gaz, de valoriser des gaz propres, justement, des gaz qui ne polluent pas. Et derrière, en fait, le procédé de pyrogazéification n'émet pas de rejet atmosphérique. C'est le point crucial de comparaison généralement avec les autres filières. Et ça nous permet d'avoir un procédé plus propre qui nous convertit ces gisements. Et du coup, ça permet de réduire les gaz à effet de serre. Sur la partie enjeu énergétique, donc ça permet justement de diminuer les transports de déchets et le problème d'acceptabilité sociale. Ça permet de trouver une source d'énergie non intermittente, donc en utilisant justement des infrastructures qui existent, en essayant justement de produire un vecteur énergétique stockable qu'on peut exploiter ailleurs ou autrement dans une autre période, quand je compare à la chaleur justement, qui a besoin de trouver un exutoire et qui a du mal à être stocké par exemple. Nous avons également, nous pouvons produire des gaz renouvelables, biométhane et gaz bas carbone qui sont substituables au gaz naturel dans tous ces usages. Et là, pour le coup, ça nous permet d'avoir une dépendance énergétique au niveau français et même au niveau européen. Sur la partie… Oui. Chourouk, je veux absolument pas te couper parce que c'est extrêmement intéressant. Et juste te préciser qu'il te reste entre 5 et 6 minutes pour finir ton intervention. OK. Sur Merci. La partie enjeux socio-économiques, donc ça nous permet justement, ça s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et ça permet justement de développer des projets à la taille des territoires. Donc, si on passe maintenant à la dynamique et potentiel de la filière. Donc, si on regroupe les différents rapports qui sont apparus en 2022, donc nous avons le rapport de transition 2050 de l'ADEME qui justement adresse la filière pyrogazéification pour deux productions de vecteurs énergétiques. Donc, à la fois pour la production de gaz renouvelable, donc biométhane et gaz bas carbone, et pour la production de carburants alternatifs. Donc, c'est les deux filières qui ont été mentionnées et c'est suivant justement le besoin. Donc, il y a une demande qui n'arrive pas à être adressée par d'autres ressources et d'autres filières. Et la pyrogazéification, justement, nous permet de répondre à cette demande en offrant un exutoire et un potentiel de production.
Donc, sur la partie filière production de gaz renouvelable et bas carbone. Donc, en 2022, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été piloté par le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, qui a permis justement de mettre en valeur le potentiel de production de gaz renouvelable et bas carbone par pyrogazéification et a recensé quand même plus de une cinquantaine ou même plus de 50 projets. La conclusion de cette AMI donc, a permis justement au pouvoir public d'avoir plus d'informations et permis également d'identifier les projets qui étaient justement aujourd'hui avancés. Et derrière, on sait que pour 2023, il y aura un premier appel à projet pyrogazéification pour injection qui est en cours de préparation. Donc, si on parle de dynamique, donc vous avez ici une cartographie des différents projets qui ont été recensés par le club pyrogazéification pour différents usages. Donc, vous avez la partie coget chaleur, vous avez la partie production de gaz renouvelable et bas carbone, vous avez également des projets pour produire de l'hydrogène, voire du bioéthanol également, et nous avons quelques plateformes de tests, on appelle ça des plateformes démonstration, en France qui vous permettent justement, si vous avez un gisement ou un déchet, ça vous permettra justement de dire est-ce que je peux valoriser mon déchet en pyrogazéification, quel est le rendement, etc. Est-ce que c'est efficace? Et du coup, vous pouvez contacter ces personnes-là. Donc, quelles sont les avancées réglementaires et les défis de la filière? Donc, aujourd'hui, nous savons qu'en 2022, il y a eu la définition technologiquement neutre du biogaz et du biométhane qui permet d'étendre le champ d'application de cette production de méthane de pyrogazéification à tout ce qui était existant aujourd'hui pour la filière méthanisation, donc notamment les conditions d'injection, les garanties d'origine. Aujourd'hui, en 2023, nous avons également la loi d'accélération de la production d'ENR qui favorise justement l'accélération de la production des différentes filières d'énergie renouvelable, mais également a introduit des mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas carbone. Et nous avons la définition aujourd'hui, c'est l'article 447-1 du Code de l'énergie, nous avons la définition de qu'est-ce que le gaz bas carbone. Donc, le gaz bas carbone, c'est un gaz constitué principalement de méthane, c'est important, qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans les réseaux de gaz naturel et dans le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté. Donc, aujourd'hui, le seuil n'est pas encore fixé, donc l'arrêté n'est pas encore apparu, mais nous avons une définition de gaz bas carbone. Dernièrement également, au mois de mars, nous avons eu la modification de la rubrique 2971 qui ouvre la possibilité ou élargit la possibilité de valoriser les combustibles solides de récupération pour la production de gaz. Donc, au niveau européen, nous avons justement la loi énergie et climat en 2021 qui affirme l'engagement de l'Union européenne en faveur de la neutralité carbone et définit justement des objectifs intermédiaires à horizon 2030. Donc, il y a eu le Pact for 55, il y a eu également le plan Repower Europe et dans cet enchaînement-là, donc on retrouve bien la filière gazéification, donc dans tout ce qui est panorama de production de biométhane, gaz renouvelable, qui justement est bien défini avec un potentiel de production assez important. Donc aujourd'hui, on voit que sur le plan Repower Europe, à horizon 2030, 40% de la production de gaz renouvelable et bas carbone est justement par la filière pyrogazéification, adressée par la filière pyrogazéification. Donc, quels sont les défis et les attentes des acteurs? Donc, c'est beau, nous avons un potentiel, nous avons un gisement et nous avons un besoin. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il manque quand même une réglementation adaptée. Notamment, on a constaté des difficultés de classification ICPE. Il y a des modifications de on demande quand même une modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement afin de faciliter l'instruction des dossiers des différents porteurs de projets de la filière. Nous avons également demandé la mise en place des contrats d'expérimentation pour le biométhane et gaz bas carbone et on voit quand même une avancée cette année via l'appel à projet qui va être lancé justement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous demandons également de préparer un dispositif de soutien pérenne pour plus tard. Donc les appels à projet, c'est bien pour lancer une expérimentation, mais nous avons besoin d'un dispositif à long terme
à l'instar de ce qui a été fait par exemple pour les autres filières de gaz renouvelable. Sur la filière chaleur, donc là, on demande quand même une neutralité, un principe de neutralité technologique afin de permettre aux projets de pyrogazéification d'être éligibles au BCIAT. Donc même si on connaît un petit peu les contraintes d'éligibilité, mais justement on veut dire que la filière pyrogazéification peut également adresser cette production d'énergie et du coup, ça doit normalement être possible. Donc, pour la filière hydrogène également, on demande un principe de neutralité technologique. Donc, aujourd'hui, vous avez une définition de tout ce qui est hydrogène renouvelable, hydrogène bas carbone, mais la filière pyrogazéification, l'hydrogène bas carbone, c'est à partir d'électrolyse. Donc, la filière pyrogazéification n'est pas du tout recensée dans ce cadre-là. Sur l'hydrogène renouvelable, normalement, c'est un gaz renouvelable. Donc, c'est à partir de biomasse, du coup, c'est un gaz renouvelable. Mais pareil, il n'y a pas une clarté de discours. Donc, pour finir, donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est des objectifs de production clairement intégrés dans les scénarios prospectifs à la fois à l'échelle nationale, donc ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, également la SNBC. On demande également au niveau européen d'introduire que la filière soit bien représentée avec des objectifs très clairs, notamment dans le cadre du projet Net Zero Industrie, par exemple. Donc, je pense que j'arrive également à la fin de ma présentation. Donc, juste 2 petits rappels pour les événements qui vont venir où vous pouvez justement venir nous rencontrer. Écoutez également nos conférences qui seront présentes à l'Expo Biogaz, donc le 7 et le 8 juin à Strasbourg, et également la journée gaz vert le 15 juin à Rennes, qui est organisée par la B2E. Voilà. Et je vous remercie. Et j'espère que je n'étais pas dans mon discours. Chourouk, c'est parfait, tu arrives au temps pile poil, il est 10h34. Bravo pour ce beau défi relevé parce que le sujet est intense et je pense qu'il y a quand même certaines questions. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être quelques questions? Éric, Jean, si vous aviez récupéré des questions qui avaient été posées pendant la présentation de Chourouk, n'hésitez pas éventuellement à en choisir une ou deux, sachant qu'on répondra évidemment à toutes les autres après le webinaire par écrit si vous le souhaitez. Oui, Chourouk, je vais te poser 2-3 questions prises dans le chat que tu pourras relire après. La première question, ça concerne le biochar. Pourquoi le biochar n'est pas plus valorisé ou industrialisé en France à ce jour? Alors, déjà, donc le biochar, c'est pas une nouvelle filière, hein. Il faut dire que ça existait depuis longtemps. C'est juste que c'était pas le mot biochar qui était utilisé. Donc ça a été même utilisé dans des applications de métallurgie. Ça a été le charbon de bois, c'est classique. Tout le monde l'utilise pour faire son barbecue, surtout en ce beau temps. Aujourd'hui, ce que les porteurs demandent justement, c'est de qualifier la qualité de ce biochar. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une diversité dans la matière entrante, également dans les procédés qui sont utilisés. Donc, automatiquement, le biochar qui est produit n'est pas toujours le même. Donc, à un moment donné, il y avait un défi de qualité à relever. Et aujourd'hui, au niveau européen, il y a quand même un exercice à faire sur ce sujet. Donc, il y a déjà la partie réglementaire qui n'est pas établie. Le deuxième contexte, c'est le contexte de mobilisation de ressources. Donc, aujourd'hui, nous, en France, je parle bien en France, ce n'est pas pareil dans les autres pays, par exemple, au Canada, aux États-Unis ou même dans d'autres pays européens. Donc, il y a une tension sur les ressources gisements de biomasse. Donc, aujourd'hui, l'État essaie justement de vérifier un petit peu la cohérence des potentiels de production des différentes filières qui mobilisent de la biomasse. Et la priorité va justement pour la production d'énergie. Donc, le biochar aujourd'hui, le biochar de qualité notamment, tel qu'il est introduit dans le marché, nécessite de mobiliser un certain gisement de biomasse. Mais la question qui se pose aujourd'hui, je ne dis pas que c'est pas encore fait, donc c'est pas encore industrialisé, voilà. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a assez de recul pour pouvoir évaluer le besoin de produire du biochar et du coup, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un besoin derrière et est-ce qu'on peut l'estimer et derrière revenir à la source, donc voir quel est le gisement de biomasse mobilisable. Et ces questions-là ne sont pas encore, ou ces réponses-là ne sont pas encore fournies, donc ça pose quand même
un décalage sur la prise de décision et du coup, l'industrialisation de la filière va prendre du temps. Au sein de la pyrogazéification, tel que vous l'avez vu tout à l'heure, le panorama, donc le biochar est quand même un coproduit. Donc, vous avez le vecteur énergétique qui va porter la filière et le biochar, un coproduit qui peut être valorisé en fonction des exutoires qui sont retrouvés aujourd'hui dans le marché. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre. Une deuxième question, mais je pense qui va être assez simple pour toi, parce que c'est voilà, le cahier des charges des intrants. Est-ce qu'il y a un cahier des charges spécifique sur les intrants de la pyrogazéification? Alors, un cahier des charges spécifique sur les intrants. Donc, je dirais un cahier des charges spécifique sur la technologie. Donc, chaque porteur de techno a son réacteur. Il fait soit de la pyrolyse, soit de la gazéification. Et du coup, oui, il a forcément son cahier des charges bien défini. Vous avez des porteurs de projets qui vont se positionner sur certains gisements plutôt que d'autres. Donc, il y a des cahiers des charges par techno ou par porteur de technologie. Oui. Voilà. Et la troisième question que je trouve très intéressante, tu as cité les avantages et les intérêts de la pyrogazéification, mais est-ce que tu pourrais aussi donner un inconvénient de la pyrogazéification, même si tu es la chef du club? On ne parle pas d'inconvénients, on parle de défis. Donc, on parle de défis à relever. Donc, aujourd'hui, la filière pyrogazéification, elle est très, très riche. Elle nous permet d'adresser des problèmes vraiment très d'actualité, mais on peut dire qu'on a du mal à industrialiser la filière. Donc aujourd'hui, l'inconvénient de la filière, c'est peut-être sa complexité. Pour certains acteurs, ils vont dire « Ah, mais moi, je ne maîtrise pas. » Donc, effectivement, nous avons besoin d'experts. Nous avons besoin de former des gens pour maîtriser cette technologie et maîtriser son exploitation. Et c'est un sujet qui revient assez souvent, qu'on essaie quand même de mettre en avant. Donc, je pense que la pyrogazéification a toute sa place et on va le voir, hein, horizon 2030, 2050, elle sera bien présente pour produire différentes sources d'énergie, mais il faut former les gens afin de pouvoir adresser cette problématique. Et aujourd'hui, on manque vraiment de gens qui maîtrisent la techno. D'ailleurs, je remercie tous les adhérents, toutes les personnes qui se mobilisent autour de la filière pour faire monter en compétence d'autres gens, d'autres personnes. Et je pense que c'est un point crucial à adresser. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu, Shourouk. Merci Shourouk. On va sans plus tarder laisser la parole à Eric Feuillet de GRDF pour un regard du distributeur sur la pyrogazéification. Eric, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, montrer mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui, c'est bon, Eric. D'accord, plein écran, ok. Parfait. Ok, parce que moi j'ai retour toutes les images, donc voilà, ça me gêne un peu. Voilà. Déjà, on va revenir quand même au début. Alors, donc bonjour à tous. Donc effectivement, grande présentation très exhaustive de la part de Shourouk. Donc mon propos aujourd'hui, c'est pas comment dire, de parler de technique, mais plutôt de point de vue d'un opérateur de réseau de gaz sur l'intérêt de la pyrogazéification, bien sûr avec un parti pris, vous vous en doutez bien, sur l'injection dans les infrastructures gazières. Pour préciser ce propos, donc voilà, je vais faire quelque chose d'assez général pour parler un petit peu quand même des actions qu'il peut y avoir en région Centre-Val de Loire. On est quand même sur la T2E Centre-Val de Loire, donc je terminerai sur ce point à la fin. Déjà, un petit rappel aussi sur le contexte énergétique et notamment sur le gaz. On a tous connu cette crise sur le gaz, mais au-delà qui est venu au-delà de notre besoin de se décarboner notre économie, qui est venu impacter fortement nos approvisionnements et puis les prix du gaz sur les marchés. Alors, depuis quelque temps, le prix sur les marchés s'est redétendu, mais il faut rester conscient que l'instabilité constitue la règle finalement de notre culture énergétique.
Le gaz naturel aujourd'hui, hein, sans parler de gaz vert, ça représente quand même quelque chose d'assez important dans notre paysage énergétique, avec 20% de l'énergie finale consommée. Et puis surtout, ça permet d'adresser des usages qui sont très divers, de la chaleur, du process, de la mobilité, de la production d'électricité, etc. Et notre besoin énergétique aussi, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas uniquement thermique, même si notre profil de consommation reste très, très climatique. Et donc, on a vraiment dans ce paysage, et on a ce besoin de plusieurs vecteurs énergétiques avec leurs atouts propres, notamment de stockage et de flexibilité. Et on voit que dans ce paysage énergétique, l'électricité joue un rôle déjà très important, notamment en France, mais qu'elle a aussi connu des tensions qui ne sont pas uniquement et toujours liées au marché du gaz. On a également pour le vecteur électrique de grands défis, bien sûr, puisque on a une électrification massive des usages et de fortes ambitions sur l'hydrogène, principalement issu d'électrolyse, qui sont souhaitées par les pouvoirs publics. Et donc, ce vecteur énergétique, ce système électrique, va devoir aussi, lui, s'adapter. Et pourtant, on voit que dans ce contexte, la tentation serait assez grande de simplement balayer le vecteur gazeux, notamment au gaz naturel, alors qu'on a tout le potentiel avec les gaz verts pour répondre à des enjeux de souveraineté, de diversification et de décarbonation de notre système énergétique. Alors voilà, donc je vais exprimer aussi un petit peu notre parti pris. Donc pourquoi pyrogasification et injection dans les réseaux, hormis le fait que ce soit mon métier quotidien. Le parti pris est un petit peu différent lorsque des infrastructures gazières sont présentes, contrairement à de la pyrogasification qui pourrait être utilisée pour faire de la chaleur, pour faire de l'électricité. L'idée, c'est plutôt de transformer les ressources au plus proche des gisements et plutôt transporter vers les usages finaux les vecteurs énergétiques gazeux et notamment quand il s'agit de méthane, c'est relativement simple de le transporter. Et pourquoi on prône, je dirais, ce parti pris, c'est aussi parce qu'on a un pays qui est quand même richement doté en infrastructures gazières qui sont disponibles, avec plus de 200 000 km de réseaux de distribution, des réseaux de transport également très importants, et surtout des capacités de stockage qui sont quand même extrêmement importantes en France. Récemment, la CRE concluait que les infrastructures gazières ont un rôle vraiment à jouer dans cette transition énergétique et notamment dans la décarbonation parce que les gaz verts, justement, peuvent être facilement absorbés avec des investissements qui restent minimes, raisonnables, on va dire, sur un horizon même 2050, 10 milliards d'euros quand tout est à construire pour d'autres vecteurs énergétiques de la production, en passant par le transport, le stockage, la distribution, voire les équipements susceptibles de les utiliser. Donc l'avantage aussi, c'est d'avoir quelque chose d'implémentable rapidement. Et je dirais que les opérateurs d'infrastructures gazières s'y préparent déjà dans une vision, ça a été dit tout à l'heure par Turouk, multi-gaz vert finalement, multi-filières, et ce depuis plusieurs années. On voit également arriver, même si le marché n'est pas encore complètement posé, le modèle économique n'est pas complètement posé, on voit arriver de nouveaux modèles de rémunération pour les gaz renouvelables qui sont injectés dans les réseaux et qui vont tirer la demande, puisque de grands acteurs ont besoin de se décarboner, mais de se décarboner à coût maîtrisé. Et donc le fait d'injecter en fait ces nouveaux gaz dans les réseaux va permettre aussi de rassurer les deux parties, que ce soit les producteurs ou les consommateurs, puisqu'il faut quand même aussi ne pas perdre de vue la nécessaire sécurité d'approvisionnement et le foisonnement des ressources et des soutirages. Alors, alors, je vais essayer de ne pas faire de redites quand même, mais quelles sont finalement ces filières bas carbone et renouvelables telles qu'on les appréhende chez les opérateurs gaziers? Finalement, c'est un ensemble de filières jusqu'à un horizon 2050, mais qui vont être complémentaires de la méthanisation, qui pour nous restera un socle assez important. Alors toujours dans une vision injection réseau avec 130 TWh de potentiel à un horizon 2050. Et dans ce contexte-là, alors je ne vais pas détailler forcément les autres gaz, mais pour la pyrogasification, on attend quand même un potentiel de
90 TWh, et je reviendrai sur ce terme-là, en termes de contribution, dans un marché global du méthane renouvelable bas carbone qui serait de 320 TWh à cet horizon. Donc on intègre quand même une sobriété et un reflux des usages du gaz, enfin une diminution des usages du gaz naturel en tant que tel, et des nouveaux gaz tels que l'hydrogène qui viennent sur ce marché. Alors, point important, les gaz, ils ont aussi pour vocation à être consommés de façon directe. Donc là, moi, je défends essentiellement cette vision beaucoup plus opérateur de réseau, parce qu'on voit qu'on a besoin d'une logistique, et d'une logistique de ces gaz qui va se complexifier au fur et à mesure que les marchés vont monter. Donc on retrouve sur ce graphe aussi finalement une logique multi-produit, parce que la pyrogasification, c'est une véritable usine à gaz, on ne va pas se le cacher, au sens qu'on peut produire du méthane bas carbone et d'origine renouvelable suivant les intrants. On peut produire de l'hydrogène, on peut produire du CO2, ça a été dit tout à l'heure, donc ce marché aussi va émerger. Donc c'est très important pour que ces nouvelles filières s'implantent, d'avoir une vision très écosystème et beaucoup plus locale. D'où finalement cette phrase des intrants locaux aux usages locaux. En tout cas, c'est ce que l'on défend nous en tant que distributeurs, et d'une forte contribution à la neutralité carbone à un horizon qui ne serait pas aussi lointain. Alors, dans le domaine des gaz verts, alors voilà, je l'ai mis entre parenthèses parce que je veux pas qu'on soit taxé de greenwashing, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de définitions dans le code de l'énergie, et pas seulement les gaz verts d'ailleurs. Il y a les notions d'énergie renouvelable, donc je reviens pas sur ce que c'est. Effectivement, c'est d'avoir des sources renouvelables par rapport à notre consommation. Donc ça concerne tous les vecteurs énergétiques. On parle de biomasse, ça a été dit tout à l'heure, donc la méthanisation effectivement qui va se produire essentiellement à un vecteur énergétique gazeux issu d'une biomasse facilement biodégradable ou fermentescible, et puis tous les autres déchets plus secs qui vont être plutôt dévolus au procédé de pyrolyse et de gazéification. Le biogaz, jusqu'à il y a pas mal de temps, était encore très associé à la technologie pour le produire, à savoir de la méthanisation. Donc on a désormais effectivement une définition qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus neutre technologiquement. Il s'agit d'un combustible ou d'un carburant gazeux produit à partir de biomasse. Ça mérite d'être simple, ça donne le caractère renouvelable et le caractère également bas carbone en analyse complète de cycle de vie. Et puis en découle de cette définition beaucoup plus large qui nous va très très bien, le biométhane qui est sa version finalement épurée pour atteindre les caractéristiques nécessaires pour injecter dans un réseau de gaz naturel. Et puis on a eu récemment, ça a été dit tout à l'heure, avec la loi d'accélération des ENR, l'introduction d'un gaz bas carbone. Donc si on fait de la pyrolyse ou de la gasification à partir de déchets carbonés, effectivement, on va pas pouvoir parler de biométhane, mais au moins on va pouvoir parler de gaz bas carbone, et on attend, au-delà de l'intention de la loi, la définition de ce que c'est qu'un seuil bas carbone. Alors ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais si on regarde les intrants et les potentiels énergétiques, parce que souvent quand une nouvelle filière se met en place, et ça peut être ça un des freins, c'est on a toujours peur tout de suite, alors même qu'on n'a pas encore un seul projet, qu'il y ait de la concurrence et qu'il y ait sur les intrants et que ça vienne déstabiliser des filières. Donc ce que l'on constate, c'est qu'en fait aujourd'hui on a plutôt des émergences de projets qui sont sur des déchets de bois, qui sont pas sur de la biomasse propre que l'on aurait élevée spécifiquement pour ça, et qu'on va voir progressivement arriver des gisements qui vont être liés à la gestion des déchets, donc des intrants un peu plus complexes qui vont venir compléter ce gisement-là. Au niveau des technologies, on parlait des freins, on a tendance à entendre en France que la pyrogasification, notamment pour l'injection, ça ne marche pas, il n'y a pas de projet industriel et que ça marchera peut-être pas. Il faut quand même rappeler qu'au niveau international, le stade de maturité technologique est suffisant, il a été atteint, et en France, j'espère bien que les premières installations industrielles arriveront dès 2025 sur le réseau de distribution.
Vous avez ce graphe à côté, juste pour rappeler que sur les notions de concurrence aussi d'usage, par rapport à un potentiel primaire de biomasse et de déchets solides exploré à horizon 2050, on est parti quand même d'un potentiel beaucoup plus élevé et qu'on a été très prudent pour voir quel potentiel pouvait être mobilisé en pyrogasification pour atteindre ce potentiel poussé par les opérateurs gaziers, mais qui a été repris dans les scénarios transition 2050 de l'ADEME, de 90 TWh. Donc voilà, je pense qu'on peut être assez optimiste là-dessus. Voilà, d'avoir un gisement suffisamment développé pour comment dire, que la filière puisse s'installer. Alors un tableau, enfin une cartographie qui n'est pas exhaustive, et ça a été dit également tout à l'heure, la filière elle est prête à se lancer en France avec quasiment 50 projets recensés en 2022 dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt du comité stratégique de filière. C'est un potentiel qui est non négligeable, 4 TWh par an sur les premiers projets, quand la filière méthanisation en 10 ans est arrivée à pas loin de 10 TWh de production installée. Alors bon, on ne va pas s'apesantir sur la carte, mais l'absence de points en région Centre-Val de Loire ne signifie pas qu'il ne s'y passe rien, bien au contraire. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la plupart des projets de pyrogasification, notamment pour injection, se sont signalés au travers du dispositif de bac à sable réglementaire de la Creux ou via l'appel à manifestation d'intérêt dont on a parlé tout à l'heure. Donc ces projets, on a quand même travaillé dessus, ils ont fait l'objet d'études réseau plus ou moins avancées, au moins pour des projets d'injection qui dépassent le cadre d'un démonstrateur, mais qui ont des visées industrielles, commerciales. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers projets de pyrogasification en vue d'injecter arriveront sur le réseau de distribution à horizon 2025, si tout est parfaitement aligné, notamment. Le cadre réglementaire, voilà, oui, effectivement, il est encore incomplet, mais on va voir le verre à moitié plein, on va dire. Et pour l'injection, il a quand même bien progressé depuis 2019. 2019 étant je dirais la première fois où on donnait un droit d'accès au réseau de gaz pour tous les producteurs de gaz renouvelable et bas carbone, pas seulement le biométhane. Voilà, et on introduisait ces fameux contrats d'expérimentation pour les projets biogaz innovants tels que c'était indiqué à l'époque. Depuis, ça a peu évolué, si ce n'est que le bac à sable réglementaire de la Creux a permis, notamment vis-à-vis de l'injection, de faire émerger des projets dits de méthane de synthèse, notamment sur la pyrogasification, parce qu'il y avait aussi les autres filières qui étaient représentées, et ça a permis aux opérateurs de réseau dont nous faisons partie de faire évoluer nos études détaillées, notamment d'injection, en regardant également le côté intégrité des réseaux et également des usages raccordés sur ces réseaux de gaz vis-à-vis du méthane de synthèse, puisque du fait qu'il y a une étape de méthanation à la fin, il peut y avoir de l'hydrogène résiduel dans le gaz injecté dans le réseau. J'ai parlé de l'évolution de la... Oui, pardon. Eric, voilà, le temps. Là Le aussi, temps. voilà, je te permets juste d'insister. Non, il te reste 5 minutes. 5 minutes, et bien ça sera fait. Donc Voilà, tout ça pour super. dire que finalement, le bac à sable s'est reproduit d'année en année. On a eu des décrets sur les contrats d'expérimentation, mais le dispositif n'est toujours pas sorti. Donc j'espère maintenant que la loi d'accélération des ENR, qui a déjà introduit aussi, au-delà donc du biogaz de synthèse ou le biométhane de synthèse, peu importe, a introduit aussi le gaz bas carbone. Je pense que les appels à projets pour les premiers projets devraient peut-être sortir cette année, et ça sera vraiment l'occasion de pouvoir sortir les projets qui ont déjà quand même beaucoup travaillé depuis près de 3 ans. Ça, vous aurez la présentation. Juste pour retenir que pour que l'injection se mette en place, dans le cadre réglementaire, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement avoir
une définition de ce qu'est le gaz produit, parce que ça va conditionner les textes qui sont derrière, quelque part, dans quel contexte vous vous trouvez. Vis-à-vis des opérateurs de réseau, le fait d'avoir le qualificatif de biogaz ou de biométhane, donc ça c'est plutôt pour des projets majoritairement sur la base d'intrants type biomasse ou déchets de bois. Eh bien ça vous permet d'accéder au réseau, de lancer des études détaillées, de conclure des contrats d'injection, d'accéder au registre des capacités, et surtout pour comment dire, le coût de raccordement aux infrastructures gazières, ça vous permet d'accéder notamment dans le cadre du droit à l'injection à des prises en charge des renforcements de réseau, à des raccordements qui bénéficient d'une réfaction de 60%. Ce qui manque aujourd'hui, et on le verra tout à l'heure, c'est effectivement le dispositif de rémunération. Donc je vais aller directement sur cette présentation-là. On a connu pour le biométhane effectivement des tarifs d'achat. Il y aura des appels d'offres, donc qui sont tous des mécanismes de soutien public, donc avec un système de compensation, puisque les prix du gaz, les prix de production, enfin les coûts de production et les prix potentiels de rachat sont quand même supérieurs au prix du gaz sur les marchés, donc on a encore besoin de ces mécanismes de compensation. Les appels d'offres ne seront probablement pas le modèle pertinent pour une filière émergente comme la pyrogasification, puisqu'ils ont quand même plutôt tendance à vouloir rationaliser et faire pression sur les prix. On entend parler de dispositifs de soutien non budgétaires, c'est-à-dire non gérés directement par des systèmes publics, avec des contrats de gré à gré. On entend parler aussi des certificats de production de biogaz qui ont d'abord été designés pour le biométhane, donc lié à la méthanisation. Je pense qu'il y aura une extension assez facile sur le biogaz ou le biométhane issu de la pyrogasification. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on en est qu'au tout début, mais par contre, ça va permettre de tirer aussi le marché, peut-être des mécanismes pérennes de rémunération. En tout cas, c'est un petit peu tôt, je pense, sur ces contrats de gré à gré, parce que on a encore un prix ou un coût de revient qui est quand même un peu plus élevé que le prix sur les marchés. Et donc, je pense qu'ils viendront dans un deuxième temps, ces contrats de gré à gré. Les opportunités en région Centre-Val de Loire. Je passe rapidement là-dessus. Pour le biométhane, nous avons mis en œuvre une organisation assez structurée, à la fois avec des équipes nationales, des équipes régionales sur le terrain qui permettent d'accompagner les porteurs de projets. Nous avons des équipes réseau qui font toutes les études et qui mènent toutes les études de raccordement, d'adaptation de réseau, de renforcement de la capacité d'injection. Donc tout ça, ça reste en place, mais ça sera disponible pour le biométhane issu de la pyrogasification. Je rappelle un petit peu le chemin parcouru sur la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, ça peut paraître peu, mais on n'est pas loin des 500 gigawattheures par an de production de biométhane avec 31 installations. Il y a à peu près tous les départements qui sont concernés, et avec des ambitions d'arriver à 30% de la consommation régionale soutenue par les gaz renouvelables au sens large à horizon 2030. Et donc cette intégration des gaz, des autres filières gaz vert, elle est déjà présente, et je dirais dans l'ADN de notre société. Juste une information. Aujourd'hui, les investissements d'adaptation des réseaux que l'on fait pour le biométhane et qui vont servir pour la pyrogasification se font dans une vision de zonage, de raccordement multi-acteurs, où l'ensemble des opérateurs de réseau sont consultés, les collectivités locales également, et dans un système de planification des investissements qui est validé par la Commission de régulation de l'énergie. C'est une logique qui est vraiment multi-projet, donc des projets de gazification qui vont amener tout de suite 40 ou 50, voire plus gigawattheures par an de gaz vert, effectivement, sont impactants sur les réseaux, et ils sont intégrés dans nos études d'évolution des réseaux à moyen et long terme.
Nos confrères de GRT Gaz sont également fortement impliqués sur la région Centre-Val de Loire, avec notamment une activité soutenue sur ce qu'on appelle les rebours, c'est-à-dire finalement une liaison mais à contresens, je dirais, du niveau local vers un niveau un petit peu plus régional pour ces gaz renouvelables, avec 6 rebours en service d'ici à 2025 et 6 autres qui sont en émergence ou en cours d'analyse. Donc on voit que ces investissements vont quand même permettre de faire enfin, en tout cas d'accueillir des projets de gazification qui vont être beaucoup plus gros. Juste dernier point, effectivement, aujourd'hui nous posons 10 fois plus de canalisation pour le biométhane et l'ensemble des gaz verts que ce que nous faisions avant pour la desserte des zones de consommation. Donc c'est vous dire que l'on est fortement mobilisé là-dessus. Je vais terminer sur ce slide. Qu'est-ce qui est en émergence au niveau de la région Centre-Val de Loire? On a à peu près 3-4 démarches, moi je vais les appeler comme ça, qui se structurent autour de collectivités ou d'initiatives privées, donc des gens qui ont soit des gisements, soit qui sont en étude de gisement finalement, que ce soit des déchets de bois ou des déchets un peu plus, enfin des déchets carbonés type CSR ou autre. Donc on a mené un certain nombre d'analyses préliminaires, donc ça c'est des études qui ne sont pas payantes, voire des études un peu plus approfondies pour regarder l'exutoire réseau pour l'injection. Le point important, c'est que il s'agit d'écosystèmes territoriaux qui doivent être cohérents finalement avec un ensemble de choses, puisque les projets de pyrogasification sont quand même basés sur une valorisation de plusieurs produits, y compris des produits solides. On a parlé des chars tout à l'heure. Donc effectivement, certains visitent des installations, et notamment ont eu l'occasion d'aller visiter une belle installation au Royaume-Uni, à Swindon, prennent connaissance des différentes briques technologiques, etc., échangent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets qui nous semblent, nous, pertinents à la maille d'un distributeur de gaz, qui, à mon avis, vont pouvoir soutenir l'émergence de la filière, sont des projets de nature territoriale, donc à partir de 15 ou 20 000 tonnes de déchets solides, enfin secs, par an, et donc on est sur des installations qui vont être entre 500 et 600 normomètres beurre de production en matière de méthane d'origine renouvelable ou bas carbone. Des installations qui doivent bien évidemment valoriser la chaleur fatale. Voilà, il n'y a pas que le gaz dans la vie. Effectivement, pour atteindre des rendements globaux de conversion de la matière sèche, à la fois en vecteur énergétique gazeux et également en chaleur. L'enjeu gaz à effet de serre, l'enjeu qualité de l'air, ça a été décrit tout à l'heure par Turuk. En tout cas, ces projets doivent être dès le début dans la logique de respecter les critères de durabilité par les directives sur les énergies renouvelables, et ça permettra effectivement de les ancrer dans la durée. Voilà. Il n'y a pas encore de démarche structurée au niveau régional, de type schéma directeur ou autre. Je pense qu'il faut que les premiers projets issus du bac à sable réglementaire sortent et que le modèle de rémunération vienne rassurer les différents acteurs. Voilà, merci pour votre écoute, en espérant ne pas avoir été trop long. Eric, c'est parfait aussi, c'est pareil. Bravo, il est 11h05. Tu as droit quand même éventuellement à quelques questions. Si toutefois Chourouk et Jean en avaient identifié quelques-unes, on a 5 minutes avant que Jean reprenne la parole. Je pense qu'on a 3 questions pour toi, Eric. Donc la première, c'est intéressant de la poser parce que je pense qu'il y a eu une petite confusion. Donc là, il parle de est-ce que le tarif d'achat de biométhane a été publié par la CRE? Je te laisse répondre, Eric. Alors, tarif d'achat, on n'attend pas de tarif d'achat pour le biométhane de synthèse issu de la pyrogasification. Voilà, ça c'est réservé aujourd'hui aux installations de méthanisation. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On attend plutôt des appels à projets. C'est un peu la nature de ce qui va sortir ces prochains temps. Voilà. Tout à fait. L'autre question, c'était c'était comment gérer la réglementation très restrictive de mise sous pression des procédés pour injection du gaz dans les pipes. Donc, est-ce qu'il y a une réglementation restrictive pour la mise en pression, c'est-à-dire que le fait qu'il faille finalement pousser pour pouvoir injecter. Bon, après, sur des réseaux de distribution, vous n'avez pas besoin de comprimer fortement. On va avoir des réseaux qui vont être aller jusqu'à 10 bars, par exemple.
voilà, mais sinon c'est des réseaux 4 bars. Donc c'est pas non plus extrêmement contraignant, pas autant que ça peut l'être sur des réseaux de transport, mais même si sur les réseaux de transport ça a aussi sa solution. Après, la réglementation, pour moi, elle n'est pas si contraignante. Elle est maîtrisée, elle a été maîtrisée pour la méthanisation et pour la partie épuration derrière. Pour moi, c'est pas forcément un sujet. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu pleinement à la question, mais voilà. Alors, il y a une question un peu plus générale sur le développement de la filière pyrogasification là. En termes d'horizon temporel, là, on se projette, il pose la question dans les années 30, dans les prochaines années, par exemple, ou 2030, ouais. 2030, on a souvent communiqué sur du 20% de gaz renouvelable à horizon 2030, voire 30% à horizon 2030. Je pense que très clairement, ça ne se fera pas que avec la méthanisation, même si la méthanisation restera un socle important. Et donc, on compte beaucoup sur la partie pyrogasification et autres gaz. Donc, je ne vais pas forcément détailler. Donc, on est sur un horizon quand même 30% à consommation égale aujourd'hui. Oui, on est 20%, pardon. On est quand même aujourd'hui, on est quand même à 90 TWh à horizon 2030, donc c'est-à-dire le potentiel qu'on attend à 2050 sur la pyrogasification. Donc, il y a quand même une trajectoire et on compte beaucoup sur ces gaz-là. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas que des usages directs. D'abord parce que les infrastructures, l'avantage des infrastructures gazières, c'est qu'elles touchent et elles connectent déjà les consommateurs qui n'ont pas à réinvestir dans tout un système derrière. Donc il suffit de changer le gaz à l'entrée et là on a vraiment le potentiel derrière, quoi. Merci Eric. Par contre, tu peux couper éventuellement ton partage d'écran. Oui, alors, tac. Voilà, en tout cas, merci. Merci en tout cas pour ces réponses. Et je le précise, effectivement, je pense que toutes les questions n'auront pas fait peut-être l'objet de réponses précises en live, mais on y reviendra sans doute avec l'ensemble des questions qui seront sans doute récupérées par Alison, qui pilote derrière, qui est aux manettes. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Parce que j'ai pas toujours la main sur le site. Super. Non, je maîtrise moins bien. Merci Eric, super. Il est 11h10. Écoutez, on est pile poil dans le timing. On laisse maintenant désormais Jean intervenir, le professionnel de la pyrogasification. Voilà, ah oui, ça met vite la barre. Ça met la pression. Ça met la pression et on te laisse effectivement intervenir. Voilà, tu as globalement jusqu'à 11h30, 11h35, on a large, on a du temps. On t'écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la T2E pour me permettre de présenter Kairos Energy. On se positionne donc dans l'avenir vert des écosystèmes territoriaux en France et à l'étranger. Donc on a été créé il y a 4 ans maintenant avec ce double enjeu de répondre à la crise de l'énergie et la crise de l'agriculture. Donc la crise de l'énergie, je n'y reviens pas. On en a parlé longuement tout à l'heure avec Eric quand il nous a expliqué l'enjeu de ce vecteur énergétique qui est le gaz dans nos environnements, pour nos mobilités bien entendu, parce que quand on peut se déplacer, on peut également se déplacer avec un véhicule chargé avec du gaz, voilà, liquéfié ou comprimé, voire même du biogaz, voilà, du bio-GNV. L'impact géopolitique, alors là, on l'a bien entendu très clairement identifié l'année dernière, hein, avec la crise aux portes de l'Europe sur notre approvisionnement en gaz. Et donc, ça a des impacts clairs sur l'économie et l'instabilité des prix. C'est pas la peine de rappeler la crise du marché spot du gaz et du marché long terme du gaz sur l'année 2022. En parallèle de ça, depuis de nombreuses années maintenant, les agriculteurs se posent énormément de questions. J'ai mis là l'image d'un maïs complètement desséché qui pousse quand même. Alors il va pousser ce maïs grâce à la chimie
majoritairement. Et aujourd'hui, les sols s'appauvrissent par un excès de chimie. J'ai été frappé hier, j'entendais sur France Info un reportage du nombre de millions d'oiseaux qui étaient décédés en Europe. Je crois que c'était 20 millions d'oiseaux décédés en Europe depuis ces dernières années. La principale cause, c'était les produits chimiques de l'agriculture. Loin de moi l'idée de faire de l'agribashing, au contraire, c'est apporter des solutions à cette crise. Et une des solutions, c'est la diversification des cultures, donc des pratiques plus régénératives des sols, moins dépendantes de l'irrigation et moins dépendantes des produits chimiques. Voilà. Donc le chiffre qui nous a frappé, nous, chez Kairos, c'est on peut faire du gaz, et d'ailleurs, il y a un énorme besoin. Si on voit, j'ai repris les derniers chiffres qui sont ceux que tu as présenté, Eric, dans les 16% de gaz consommé en 2021. Il n'y en a que 2%, environ 10 TWh, qui sont injectés en biométhane. Donc quand je dis en biométhane, mais en fait, l'injection de biométhane aujourd'hui, c'est la méthanisation. Et donc, nous, c'est apporter en fait une réponse à ces deux enjeux via le gaz. Voilà. Et via le gaz, en fait, via le gaz qu'on respire et qui nous chauffe, c'est-à-dire l'hydrogène et le CO2. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la nature, l'agriculture, pour répondre à ces questions et à ces défis de manière raisonnable et intelligente. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser l'hydrogène, le soleil, la photosynthèse, du CO2 et de l'hydrogène pour répondre aux questions d'un agriculteur et de nos écosystèmes. On l'a rappelé, la pyrogazéification, les différents procédés de pyrogazéification, ce sont des écosystèmes très économie circulaire. Là, je vais citer Philippe Boucly, l'ancien directeur de GRT Gaz, qui est aujourd'hui président de l'association qui s'appelle France Hydrogène. Il dit la crise énergétique actuelle, elle nous permet de remettre des petites usines à gaz dans les territoires. Alors, ce terme parfois est un petit peu polémique, mais en même temps, c'est bien la réalité. Si on n'extrait pas le gaz très loin de chez nous, bien il faut qu'on le produise. Et donc, on le produit dans des usines à gaz et en économie circulaire, parce qu'effectivement, on va utiliser les ressources d'un territoire pour produire l'énergie de ce territoire. Donc des écosystèmes vraiment territoriaux. Alors là, j'ai cité une maille qui est 50 km, qui permet en fait aux agriculteurs de cultiver, donc de produire des matières alimentaires, des matières aussi industrielles pour les usages des consommateurs de cet écosystème, qu'ils soient alimentaires, industriels ou énergétiques. Et donc là, la gazéification, la pyrogazéification, on l'a dit, c'est une boîte à outils de gaz qui va permettre de faire différentes molécules ou vecteurs énergétiques, ou donc type CO2 pour des molécules, vecteurs énergétiques, hydrogène, méthane, et un coproduit énergétique également qui est la chaleur renouvelable. Je vais faire une petite aparté pour vous présenter quel est l'intrant que je vais utiliser chez Kairos Energy et que nous voulons vraiment mettre en avant dans ce modèle mixte entre l'agriculture et l'énergie et l'industrie. C'est le chanvre. Voilà, le chanvre industriel, qui est une source en fait pour l'agriculteur d'énormément d'externalités positives. Bien entendu des revenus, également de la décarbonation et de la dépollution de leur sol. On a ici l'exemple d'une plante qui est à peu près à maturité. On est à 2,50 m, 3 mètres de haut. Et vous voyez en fait qu'il y a des graines qui sont récoltables et qu'il y a une grande tige. Voilà. Et que le sol en dessous est très riche. Pas de mauvaises herbes. Par contre, une grande diversité. C'est une plante qui se sème en ce moment. Là, on est un petit peu en fin de période pour semer le chanvre, en même temps que d'autres cultures qu'on appelle des têtes de rotation, des boosters pour des cultures céréalières. Donc, typiquement, le blé, le tournesol ou le chanvre. Le maïs, tournesol ou chanvre, c'est les cultures qui se sèment actuellement, qui sont en train de pousser dans les champs qui ne sont pas occupés par des cultures annuelles.
Et donc, la particularité du chanvre, c'est que ça va pousser extrêmement vite. Et qu'au bout d'un mois, il n'y aura plus de place sur le champ pour aucune mauvaise herbe. Et donc, tout va être étouffé par en dessous pour laisser la place au chanvre de se développer par la photosynthèse, une photosynthèse qui va faire pousser une fibre très cellulosique, qui est extrêmement prisée par toutes les industries qui utilisent de la cellulose. Au bout de 3 mois et demi environ, on va pouvoir récolter le chanvre et un séchage assez rapide au champ, un peu comme du foin, va être ensuite, on va presser la paille, la mettre en botte. Donc là, on voit une balle, un round-baller, mais on peut aussi avoir des bottes carrées, voilà, qui vont être stockées chez l'agriculteur et livrées sur les sites de défibrage, puisqu'on va défibrer la paille au fur et à mesure de l'année. Et puis, quand les balles sont enlevées du champ, le champ est disponible pour pouvoir ressemer du blé ou du colza. Et l'agriculteur, lui, il va re-entamer un cycle de rotation et sur une autre parcelle, l'année d'après, pouvoir remettre du chanvre en tête de rotation pour une parcelle supplémentaire. Il y a un avantage clair dans le chanvre, c'est que on a deux atouts majeurs. C'est le très faible stress hydrique de cette plante, c'est environ 33% par rapport à un maïs qui n'est pas irrigué. Donc on va prendre peu d'eau puisque le consommateur du chanvre, c'est le CO2, l'hydrogène, et pas de produits phytosanitaires, pas d'intrants. J'en parlais initialement. Hein. Et les intrants, c'est une source de coût pour l'agriculteur, et puis deux, une problématique de réduction de ces intrants phytosanitaires. Là, le chanvre, il n'y en a pas. Ça va permettre en fait au sol de se reposer, à la biodiversité de revenir, puisqu'elle ne sera pas agressée par des produits chimiques. Et c'est pour toutes ces raisons que c'est une culture qui est très très plébiscitée par le monde agricole. On rajoute par ça les impacts de la décarbonation. On a à peu près un estimatif de 15 tonnes de CO2 qui sont absorbées par la plante sur 1 hectare pendant donc 3 mois et demi, 4 mois. Ça représente l'équivalent d'une forêt domaniale en pleine forme et en pleine vitalité sur 1 an. Donc on va absorber ces 15 tonnes en 3 mois et demi, ce qui est en plus des performances, on va dire, agronomiques, on a également une performance de décarbonation, donc de piégeage, de synthèse du CO2 par la photosynthèse extrêmement rapide pour le chanvre. Pour répondre à une question qui pourra peut-être être posée, il faut bien comprendre, hein, le chanvre ne va pas substituer, un petit peu comme on pourrait dire le bois va substituer, non, on rentre en rotation de culture. Donc là, vous voyez un exemple de 5 ans, c'est vraiment des rotations longues de culture sont des choses qui sont vraiment plébiscitées aujourd'hui par les agriculteurs, la politique agricole commune, pour une meilleure pratique des sols et un usage en fait pour continuer à produire autant d'aliments de manière plus respectueuse de l'environnement. L'objectif est de toujours continuer à produire des graines et des aliments pour notre nourriture à nous et celle de l'élevage. Donc là, vous voyez, hein, on intègre le chanvre dans un cycle de rotation qui alterne des cultures plus annuelles, type le blé ou le colza, ou des cultures de printemps ou d'hiver. Là, on a des cultures d'hiver, par exemple, vous avez des exemples avec du trèfle, de la févrole, des pois, des lentilles, des cultures d'été, du maïs tournesol, des pommes de terre, des betteraves, ou du chanvre en culture d'été également. Pour vous donner un exemple, dans le Centre-Val de Loire, à l'échelle de la région, il y a environ 1 million d'hectares de terres cultivées. Un écosystème Kéros, c'est 1500 hectares. Voilà. Pour voir un petit peu, hein, donc on a un gisement potentiel dans la région de diversification qui est plébiscité par les agriculteurs de la région et en même temps qui ne va pas venir être invasif. On ne va pas se retrouver en 5 ans avec 1/5 des champs de la région Centre-Val de Loire recouverts par du chanvre. Ce que je veux également bien faire comprendre par rapport à cette présentation, c'est que le chanvre, en fait, l'usage principal du chanvre, c'est ce que vous voyez sur la gauche de votre écran, la graine et la fibre. La graine, pour ses vertus alimentaires et pour ses vertus aussi oléagineuses, c'est une huile extrêmement riche. On peut manger cette graine, les animaux également, hein, notamment toute la filière porcine et avicole
sont extrêmement intéressés. Les caprins aussi sont très intéressés par la graine de chanvre. Et puis, on a de plus en plus de recettes pour nous. Utiliser le chanvre en direct, c'est une graine protéinique, une protéine végétale extrêmement riche. Donc la graine qu'il faut récolter, hein, il est hors de question de ne pas récolter la graine de chanvre qui peut nous nourrir. Et deuxièmement, la fibre, que je schématise par l'écorce de la tige. Voilà. Donc cette fibre, aujourd'hui, elle est utilisée principalement depuis 8000 ans dans le papier, puis aussi dans la fibre industrielle. On connaît les cordes de chanvre, hein, extrêmement résistantes depuis des centaines et des centaines d'années, parce que c'est une fibre imputrescible qui ne se décompose pas, par exemple, dans la méthanisation. C'est pas une matière qui va se décomposer en méthanisation. Le chanvre, c'est trop fibreux. Voilà, et l'écorce de cette fibre, elle va être utilisée aujourd'hui par exemple, dans les panneaux de voiture, voilà, ou dans les pièces pour l'aéronautique. Dans le textile également, hein, comme le lin, ou comme la jute, ou voilà, qui sont également des matières fibreuses qui sont utilisées dans différents types de textiles. La construction également, depuis quelques années, on voit apparaître des panneaux d'isolants également avec des matières biosourcées pour remplacer la laine de verre, des mélanges et qui contiennent plus ou moins à forte proportion du chanvre également, donc cette fibre. Voilà. Et donc 20% de cette plante est correctement valorisée. Vous voyez la graine et la fibre. Et il reste les 80% donc, qui sont sur la droite de votre écran, que j'ai schématisé en disant le tronc, parce qu'il y a énormément de matière en fait à l'intérieur, mais alors, on comprend bien une tige à une écorce et un tronc. Et donc, le tronc est aujourd'hui valorisé par du paillage horticole, par du béton de chanvre également, de la construction. Nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser aussi cette même matière pour la gazéification. Donc, pour fabriquer de l'énergie, en ayant bien entendu cette filière amont de la gazéification. Donc, on est sur un résidu de culture agricole qui va utiliser le principe de la culture pour valoriser des graines et des fibres. Très rapidement, un équivalent des différentes compositions entre le chanvre et le soja. On a un enjeu dans l'agriculture et notamment dans l'industrie agroalimentaire et la production et les élevages de sourcer du soja, soit français, soit des substituts à ce soja qui est massivement importé et avec tout ce qui peut être décrié dans les pratiques de soja. Donc on pourrait et on peut aujourd'hui, sur certains débouchés d'élevage, utiliser du chanvre à la place. Encore faut-il la filière industrielle de transformation de ce chanvre, que ce soit pour l'alimentaire ou pour l'industrie. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le chanvre? C'est une grande question que souvent on nous pose. Et pourquoi on n'a pas choisi du bois ou des déchets ou des pneus pour notre écosystème industriel? Ce que je marque là en chimie, ce qui se structure facilement et rapidement se déstructure tout aussi facilement. Et c'est clairement le cas du chanvre. C'est-à-dire que le chanvre, c'est une plante qui a poussé sans produit, qui est poussée en 3 mois et demi. Et donc, quand on va la gazéifier, en fait, on va avoir un résidu qui va être extrêmement faible, puisque le résidu, je veux dire minéral, puisqu'il va être la résultante de 3 mois et demi de structuration. Voilà. Donc, on a utilisé des briques technologiques pour bâtir l'écosystème qui sont bien entendu complètement matures. Tous nos essais industriels ont été faits sur des machines en taille 1, qui est donc très fiable, éprouvée dans le temps et complètement intégrée dans une unité de production industrielle qui intègre les contraintes du monde agricole, qui est une récolte annuelle, avec donc un écosystème de récupération des pailles qui doit être très local. Et il est hors de question de faire pousser du chanvre dans la Beauce pour le transformer à Dunkerque. Ça n'aurait aucun sens. Donc, les agriculteurs vont récolter et vendre leurs graines et nous livrer donc au fil de leur stock des pailles qui vont être extraites en fibres et en résidus de culture. Ce chanvre résidu donc va être broyé, séché, parce que notre procédé, c'est bien la gazéification, ce n'est pas de la
pyrogazéification ou de la pyrolyse puis de la gazéification. Un procédé voilà, de gazéification qui, dans notre cas, nécessite une biomasse extrêmement sèche. Voilà, on fait rentrer une biomasse sèche au maximum dans le réacteur de gazéification et qui va donc pouvoir faire sortir différents produits gazeux, comme on l'a expliqué schématiquement tout à l'heure, Chourouk et Eric, avec un gaz de synthèse qui va être donc séparé, épuré, et donc on va avoir deux composants principaux dans ce gaz, le CO2 et l'hydrogène. Et ce CO2 et cet hydrogène vont être ensuite retransformés par un procédé de méthanation qui va également être extrêmement producteur de chaleur. Donc on aura à la fin de la production donc quatre procédés, de la chaleur, du CO2, du biométhane et de l'hydrogène. Il va rester des cendres minérales. Dans notre procédé, on ne crée pas de biochar, on crée des cendres minérales qui vont être restituées ensuite au sol, puisque c'est les minéraux viennent du sol et ont vocation à y retourner. L'exemple voilà, plus intégré sur un terrain, alors nous on est dans la Sarthe aujourd'hui, et le premier site de production donc, va être à Trangé, c'est la métropole du Mans, à l'ouest du Mans, et va adresser trois usages principaux quand je parle des usages énergétiques, en plus bien entendu de la vente des fibres et des graines. Donc c'est de l'injection de biométhane, de l'hydrogène pour les mobilités, et également de la chaleur renouvelable qui va être injectée via une station et un réseau de chaleur. Voilà, des visuels un peu différents de l'intégration de cette unité de production. Alors, on a parlé très rapidement tout à l'heure également des aspects réglementaires. Voilà, il faut dire que l'inconvénient de la filière, tout à l'heure je posais la question à Chourouk de manière volontaire également, l'inconvénient de cette filière, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'elle trouve un modèle économique pour acquérir une maturité industrielle. Et donc, cette maturité économique, elle est aussi là grâce et avec, elle est accompagnée par des évolutions de la réglementation. Donc, on doit apprendre à marcher, écrire l'histoire progressivement et en fait rassurer également toutes les associations ou les personnes qui gravitent autour de cette unité de production de gaz, comme quoi le procédé est bien entendu fiable, mature et va être source d'externalité pour chacun de ceux qui vont voir cette nouvelle production de gaz vert arriver. Exactement comme aujourd'hui les maturités sont présentes pour les autres sources de gaz vert ou voire d'électricité également renouvelable. La méthanisation aujourd'hui, il y a toute une réglementation qui l'accompagne. La pyrogazéification, on est en train d'écrire avec les différentes instances cette réglementation qui l'accompagne. En conclusion rapide, Kairos Énergie, donc 1500 hectares, ça permet d'avoir une consommation gaz en injection de biométhane de 4000 logements par an. C'est assez massif et en même temps c'est entre guillemets peu consommateur de terre, sachant que les produits principaux valorisés du chanvre vont remplacer des matières qui sont importées. Donc c'est un enjeu, un triple enjeu de souveraineté, je dis souvent, un écosystème Kairos Énergie, puisqu'on a une souveraineté énergétique, donc avec la production de gaz, de biométhane ou d'hydrogène renouvelable sur le territoire français, avec une matière qui nous vient principalement de l'air, donc du CO2, de l'air, donc de la décarbonation massive. Également, une souveraineté industrielle, avec, si vous voyez en bas, des fibres cellulosiques, notamment pour la pâte à papier. Je cite un chiffre de l'INSEE, 300 000 tonnes de fibres cellulosiques à l'usage du papier ont été importées en France. Remettre
ce qui était en France il y a 100 ans, c'est-à-dire 200 000 hectares de chanvre sur le territoire, permettrait en fait de remplacer cette importation de fibres cellulosiques. Voilà, donc il y a un vrai enjeu de souveraineté industrielle, et puis également un enjeu de souveraineté alimentaire, puisque si on va regarder le tourteau de cette graine qui va être pressée, on pourrait remplacer 3% du soja importé en France. 2,4 millions de tonnes de soja vont être importées en 2022. On pourrait donc remplacer du soja par une protéine produite sans intrants, quasiment sans eau, et qui ne va pas être complètement invasif pour les terres. C'est ce qu'on voit en haut, 2,7 millions d'hectares. C'est la surface du maïs en France en 2022. Et donc 20 000 hectares, c'est du chanvre. Pour mettre un peu en perspective, hein, avec tous les enjeux qu'on a aujourd'hui sur les usages de l'eau, le maïs étant une culture qui utilise beaucoup d'eau, on pourrait progressivement prendre un tout petit peu, voilà, si on arrivait à 1% ou à 5% de ce maïs, en regardant des usages alimentaires, bien entendu, on permettrait de réduire un tout petit peu le stress hydrique de nos agriculteurs qui ont besoin d'eau pour faire pousser les aliments que nous mangeons. Voilà. Et je vous remercie en tout cas pour ce temps d'écoute. Et puis, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions, si vous en avez. Merci Jean. Est-ce que Eric Chourouk, vous avez éventuellement des questions piochées dans celles sans doute identifiées par tous les participants? Est-ce qu'on en a à proposer à Jean dans cet exercice? C'est intéressant. Oui, il y a des questions dédiées. Du coup, je commence par la première peut-être, qui n'est pas forcément la première, mais peut-être la première en termes de process. Est-ce que le process de Kéros peut justement fonctionner avec d'autres types d'intrants que le chanvre? Donc, ça, c'est une... Alors, la gazéification, là, je rejoins la question que je te posais, Chourouk, hein, c'est un procédé qui permet de craquer tout type de biomasse, tout type de matière carbonée. Nous, on a aujourd'hui testé uniquement le chanvre en taille industrielle. C'est-à-dire que je pense que on a différentes sources de gisements qui sont possibles en restant dans la particularité de Kéros Énergie qui est le monde agricole, mais on n'a pas testé aujourd'hui de manière industrielle la solution avec d'autres matières que les résidus de culture de chanvre. Voilà. Je ne dis pas que ça n'a pas fonctionné, mais je dis juste que à ce jour, nous, on ne l'a pas testé. Voilà. Juste en précision sur la question qui était derrière, parce que j'en lis le détail, c'était aussi la notion de cultiver quelque chose aussi et donc d'autres plantes d'autres plantes qui éventuellement ne seraient pas cultivées spécifiquement pour ça. Mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, Jean, le chanvre n'est pas cultivé pour sa destination énergétique. Il est utilisé pour autre chose, et ce n'est que les coproduits de la filière qui sont utilisés. Ce qu'il faut rappeler par rapport au chanvre, c'est que pourquoi le chanvre n'est pas cultivé en France, c'est parce qu'il génère trop de résidus. Donc, le produit du chanvre, c'est sa fibre. C'est-à-dire que si on a une solution ou un exutoire pour 80% du volume de la plante, bien on va cultiver du chanvre. Un agriculteur veut cultiver du chanvre, mais il faut qu'il ait une solution pour se débarrasser des résidus, s'il veut en cultiver. Si ça répond à la question. Je vois des questions on parle du miscanthus, notamment, on parle aussi de différence entre thermolyse et gazéification. Voilà, tu as peut-être des précisions à apporter, mais c'est plus lié au process que tu as choisi. Clairement, la gazéification, donc c'est le process que nous on a choisi, exactement ce que disait Chourouk, hein, il y a différentes technologies, différents porteurs de projets de technologies de gazéification, de pyrogazéification, de pyrolyse, de thermolyse, qui est encore un procédé d'un autre porteur de projet, la thermolyse. Moi, la thermolyse, vu que je ne suis pas membre de l'entreprise, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Donc, j'ai bien du mal à comparer. Ce que je peux dire, par contre, c'est que ce qui est très important, et exactement, on a
la même chose avec la méthanisation il y a une quinzaine d'années, avec les panneaux solaires, il y a une vingtaine d'années avec les éoliennes également. Vous avez différents types de technologies qui doivent aujourd'hui apprendre à marcher ensemble. Il n'est pas question de faire de la... Tout à l'heure, on parlait de la concurrence ou de la complémentarité. On est sur une filière qui montre des possibilités en termes de technologies qui sont différentes. Ce n'est pas toujours des technologies de rupture, ce sont des technologies matures qui sont détournées pour produire des gaz de synthèse. Par contre, mais, il faut les expérimenter. Et donc, on verra d'ici une dizaine d'années, à partir du moment où les solutions auront été éprouvées pendant quelques années en fonctionnement, donc 8000 heures par an, autour de 8000 heures par an, voire même plus. Hein. Aujourd'hui, la méthanisation, il est à bien plus de 8000 heures par an, et avec différentes porteurs de technologie qui sont autour de cette méthanisation. On n'a pas un seul porteur de technologie qui va faire de la méthanisation. Ben là, c'est la même chose. Pour faire du biométhane à partir de pyrolyse ou de gazéification ou de thermolyse, eh bien, on aura différents porteurs de projets qui doivent aujourd'hui pouvoir répondre à des appels à projets pour être expérimentés et faire la preuve par le réel que l'industrialisation de ces technologies est faisable. Voilà, le miscanthus, oui, il y a une question sur le miscanthus que je vois. Alors, une alternative au chanvre, peut-être une alternative pour, entre guillemets, un intrant de la pyrogazéification. Il y a différents intrants de la pyrogazéification. Le miscanthus peut en être un. Après, le miscanthus n'a pas de graines pour l'alimentation, ni de fibres pour le papier. Ou pour le textile. On fait pas de... Voilà, donc il y a des externalités différentes entre le chanvre et le miscanthus. C'est pas une culture de tête d'assolement. Le miscanthus, c'est une culture dédiée qui se plante sur un sol pendant 15 ou 20 ans, qui est renouvelée tous les ans, donc qui bloque en fait une culture. Le chanvre, c'est un itinéraire culturel. C'est deux pratiques agricoles qui sont différentes, qui correspondent aussi à des pratiques agricoles de territoire qui sont différentes. Si on adresse des territoires de grande culture, on ne peut pas mettre du miscanthus dessus, par exemple, alors qu'on peut mettre du chanvre en tête d'assolement. Voilà. Encore quelques questions, si toutefois, il est 11h39, encore un tout petit peu de temps pour ne pas frustrer éventuellement quelques participants qui auraient posé une question intéressante également. Il y a eu des questions sur le traitement des bouts de steppe, enfin des bouts par gazéification, à laquelle j'ai répondu. C'était plus sur la gazéification hydrothermale. Effectivement, là, on a eu plus un parti pris sur le traitement des matières sèches. Voilà, donc oui, la gazéification hydrothermale n'est pas oubliée. Elle est tout à fait propice aux résidus organiques faiblement concentrés, là où il y a de l'eau, alors qu'en pyrogazéification, on va passer son temps déjà à commencer par sécher et évacuer l'eau, ce qui n'est pas le but sur cette technologie. Au contraire, sur la gazéification hydrothermale, on va utiliser les propriétés de l'eau à haute pression et haute température pour le process, quoi. Voilà. Il y a eu également des questions dans le chat sur la maturité des technologies pour isoler l'hydrogène et produire du biométhane. Alors oui, je vais faire une première réponse et je pense que Eric, tu pourras compléter, ou Chourouk. Aujourd'hui, les technologies, elles existent. Elles sont issues de la chimie et des expériences qui sont de la catalyse des gaz depuis 150 ans. On a des technologies type des technologies membranaires, notamment, qui peuvent être tout à fait utilisées pour piéger, pour séparer l'hydrogène ou faire de la catalyse des gaz, que ce soit de la méthylation biologique ou de la méthylation catalytique. On a des technologies matures qui existent aujourd'hui. Maintenant, on citait, Eric et moi, le mot usine à gaz. La principale problématique de ces technologies, c'est souvent qu'elles sont très massives. Donc, c'est des énormes complexes industriels. Je pense notamment à la technologie de séparation de l'hydrogène, puisque c'est utilisé dans l'industrie aujourd'hui. Hein. Je pense aux fabricants d'hydrogène à partir de méthane, utilisent les mêmes technologies que la pyrogazéification
pour isoler l'hydrogène. Donc la technologie est très mature. Par contre, elle est extrêmement importante. L'enjeu, c'est de réussir à arriver sur une taille d'écosystème. Et donc là, en fait, ce ne sont pas des enjeux industriels, c'est clairement des enjeux de filière et de positionnement. Alors, moi, je modulerai en fait les technologies de séparation des gaz, parce qu'en fait, dans la pyrogasification, il y a de la misospécification avec de la méthanation, donc tous les procédés catalytiques. Et après, vers la fin, on est vraiment à séparer les gaz pour leur valeur utile sur leur marché respectif. Les technologies qui existent notamment en méthanisation, donc il y a effectivement des technologies de séparation membranaire de type PSA, et notamment les PSA, ça, je veux dire, c'est des choses qui sont matures à des échelles beaucoup plus petites et qui pourront être utilisées pour séparer l'hydrogène du méthane, du CO2, etc. Dans le cadre de la pyrogasification, quoi. Aujourd'hui, moi, je vois pas de rupture particulière. Je pense que les gaziers industriels connaissent très très bien, enfin tous ceux de la physique des gaz ont parfaitement les technologies maîtrisées pour séparer ça. Donc aujourd'hui, c'est disponible à mon sens, quoi. Avons-nous fait un peu le tour des questions que vous aviez identifiées, Chourouk, Jean, Eric, avant qu'on donne la parole à Edouard, peut-être qui fera la conclusion, en tout cas qui clôturera ce webinaire? Mais je pense que ce qu'on peut quand même bien préciser, c'est que même si on n'a pas répondu à toutes les questions à l'oral, moi en tout cas, je rassure tous les intervenants qui ont posé des questions spécifiquement sur la culture du chanvre et même les autres questions. Chacun d'entre nous, on prendra le temps de faire une réponse et qui sera, si en tout cas, pour mon sens, c'est tout à fait possible, partagé avec l'ensemble des personnes. Hein. Bien sûr. Chourouk? Il y a eu beaucoup de réponses à l'écrit quand même. J'ai répondu à pas mal de questions à l'écrit. Donc pour d'autres questions un peu plus pointues où il y a besoin de prendre un peu de temps et de références, n'hésitez pas à nous contacter également afin qu'on puisse vous apporter ces références ou vous mettre en relation avec d'autres acteurs. Voilà. Oui, tous les aspects techniques, j'avais renvoyé vers le club pyrogasification. Je pense qu'il y a parmi les membres des gens extrêmement pointus sur les technologies qui sauront répondre aux questions les plus pointues. Bon, bah donc, si vous me le permettez, je vais laisser la parole à Edouard qui va conclure et qui va fermer effectivement ce webinaire. Je t'en prie, Edouard. Oui, effectivement, donc merci Jérôme pour avoir été maître du temps qui nous fait terminer par rapport à nos engagements dans le timing prévu. Au titre de la délégation régionale Centre-Val de Loire de la T2E, j'ai envie de vous remercier tous pour avoir répondu présent à ce rendez-vous sur la pyrogasification, qui j'espère donc vous a montré, donné quelques clés ou conforté sur le fait que c'était ça pouvait être une réelle opportunité pour valoriser ces déchets et décarboner son activité. Je voulais remercier aussi Jean, Chourouk et puis Eric d'avoir effectivement exposé ce triple regard donc d'un porteur de projet, d'un opérateur de réseau et puis d'un point de vue plus macro filière ce qui se passait autour de la pyrogasification. Donc merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé tous effectivement cette approche d'avoir plusieurs regards sur ce sujet-là. Voilà. Et puis j'ai envie de dire donc que pour le second semestre, nos rendez-vous, on vous tiendra informé de ce qu'on allait faire. On prévoit un rendez-vous en octobre, donc vous serez informé en temps et en heure voilà, pour les prochains événements au niveau de la T2E de Centre-Val de Loire. Voilà, donc eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, oui, et puis petite précision, les documents seront bien présents sur le site de la T2E, hein, donc vous pourrez y avoir accès. Le lien sera, je pense, Chourouk, si je dis pas de bêtises, sera. Il y a un petit message qui va partir par mail, c'est ça? Je pense que tous les participants vont recevoir justement les présentations et les webinaires. Et également, vous pouvez retrouver les différents webinaires de la T2E sur la chaîne YouTube de la T2E. Voilà, c'est public. Voilà, donc c'est par écrit, par oral avec la chaîne YouTube. Donc tous les médias sont possibles selon vos préférences.
Voilà, et bah, très bon appétit. Et puis j'espère à très bientôt sur les ondes de la T2E Centre-Val de Loire. À bientôt. Bon, Au merci, revoir. bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci, bonne Merci journée. à vous.